On commence aujourd'hui avec une histoire particulière qui me touche personnellement. Hier, il y a une nouvelle qui a attiré mon attention quand je faisais ma revue de presse. C'est un papier de Daniel Renaud dans la presse à propos du démantèlement d'une agence d'escorte à Montréal. C'est l'agence XO. Et cette agence-là, je la connais. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais juste avant, pour mettre la table, là, on écoute un extrait de Daniel Renaud, le journaliste qui a raconté cette histoire de démantèlement. Il était au micro de Patrick Lagacé. C'est un véritable film. Là. C'est une série policière, cette enquête-là. Et c'est des enquêtes comme on en voit rarement contre des réseaux de prostitution. Et j'ai fait une fouille rapide là, sur Internet là, au cours des derniers jours. Et visiblement, il y en a d'autres, des agences d'escorte. Mais dans ce cas-ci, ce qui est particulier, c'est que c'est une escorte qui a porté plainte au SPVM pour exploitation sexuelle. Et c'est à ce moment-là, et en amassant d'autres informations qu'on avait déjà eues dans le passé, qu'on a décidé de déclencher une enquête. Ce père, inquiet pour sa fille de 20 ans, qui l'a reconnue sur les photos sur le site de l'agence et qui a lui-même s'est fait passer pour un client, a pris un rendez-vous en particulier avec cette fille-là qui porte toutes des surnoms là, sur le site Internet, est allé rencontrer sa fille et l'a convaincu de quitter le condo et ils sont allés rencontrer la police par la suite. Le père, il s'appelle Roger, je le connais. La victime, c'est Clémentine. Clémentine, je l'ai suivie pendant 1 an en 2020-2021, quand elle est entrée en contact avec moi pour la première fois, parce que c'est elle qui m'a contactée. Elle m'avait envoyé un courriel. Ça faisait à peine quelques jours que son père était allé la chercher à l'agence d'escorte, l'agence XO. Clémentine a raconté son histoire dans un balado que j'ai réalisé à Radio-Canada, qui est sorti justement en 2021. Ça s'appelait, ça s'appelle toujours parce qu'il est encore disponible, Sugar Baby, la pire histoire de ma vie. Son histoire avait fait grand bruit. Clémentine a accepté mon invitation. Elle est avec nous ce matin. Bonjour Clémentine. Allô? Je te vois, je te sens émue. Ça va? Oui, ça va. Comment tu te sens? Ben, c'est quand même spécial tout ça. Tu sais, moi, j'ai appris ça hier matin, oui. C'est ça, en même temps que tout le monde, un peu comme je te racontais que mon copain est venu me voir en comme criant, comme t'es dans les nouvelles. Puis, tu sais, nous, on a comme compris rapidement que c'était moi. Parce que ton nom n'est pas mentionné dans l'article. Parce que mon nom n'est pas mentionné, mais j'ai compris que c'était moi à cause du nom de l'agence, parce que c'est pas la première fois que j'entends des histoires de pères qui viennent aider leur fille. Là. Puis là, tu sais, rapidement, 1+1, ma mère m'appelle, mon père m'appelle, tout le monde m'appelle. Parce que pour moi, ça, c'est la fin de l'histoire à laquelle je m'attendais pas du tout. Là. Moi, je m'attendais pas du tout à ce que j'ouvre les nouvelles un jour puis je vois que les visages de ces gens-là, là, puis qu'il y ait des arrestations. Là. Oui, parce que 4 personnes qui ont été arrêtées, dont la tête dirigeante. Cette personne-là, c'est Samuel. Tu l'as déjà rencontré. Dans quel contexte? À 2 reprises. Moi, je l'avais rencontré la première fois, dans le fond, un peu quand eux, ils te rencontrent pour te demander qu'est-ce que tu veux pas faire. Puis moi, j'avais comme nommé plusieurs choses à ce moment-là. Puis aussi, je l'ai rencontré quand eux, ils prennent des photos là, par après. Fait que je l'ai rencontré à 2 reprises à ce moment-là. Là. OK. On va reprendre l'histoire du début. Oui. Puis tu vas pouvoir nous expliquer qu'est-ce qui se passait dans cet univers-là. Puis pour mettre la table, parce que je l'ai dit, on a fait une histoire balado. C'est que toi, ton histoire n'a pas commencé dans cette agence-là. Non. Elle a commencé bien avant. On va parler de ce qui se passe dans l'agence, mais pour comprendre pourquoi tu t'es rendu là, on écoute un extrait de la bande-annonce du balado Sugar Baby. C'est une application, dans le fond, où ça te met en contact avec des hommes souvent plus vieux, plus nantis, puis qui cherchent, dans le fond, à avoir une fille plus jeune, plus belle, ou à, comme, tromper leur femme, ou genre, juste avoir la compagnie de quelqu'un pour une soirée, puis être rémunéré en échange, là, puis ça allait dans les, quand même, hauts chiffres là, d'argent, là, de montant. C'est quoi le nom de l'application? C'est Seeking Arrangement. Celle que vous venez d'entendre, c'est Clémentine. Elle venait d'avoir à peine 19 ans quand elle a décidé, sur un coup de tête avec une amie, de s'inscrire sur un site de rencontre en tant que Sugar Baby. Ce dont elle ne se doutait pas, c'est qu'elle venait de signer un pacte virtuel qui allait l'entraîner dans un engrenage infernal. C'est rare que ça m'arrive à la radio. Je suis tellement touchée d'entendre ça, Clémentine, avec le recul, parce que ça fait 5 ans qu'on s'est rencontrés. Bon, t'as commencé, c'était la pandémie. T'étais avec une amie seule, t'avais vécu toutes sortes d'expériences. Ça allait pas super bien. Tu t'es inscrit sur un site
pour être une sugar baby, c'est ce qu'on vient d'entendre. Puis ça s'est mal passé alors que tu étais. Peux-tu juste nous raconter qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Moi, quand ça s'est passé, il faut comprendre aussi que j'avais 19 ans, puis je venais de vivre une première peine d'amour. Puis moi, quand je parle de ça aujourd'hui, c'est comme si on parlait d'une autre vie. Là, j'étais vraiment vulnérable, ça allait vraiment pas bien. Puis je me cherchais un peu comme un peu tout le monde. Puis j'étais très réseaux sociaux, comme beaucoup de jeunes. Puis je voyais toutes ces filles-là sur les réseaux sociaux qui voyageaient puis qui disaient qu'elles pouvaient juste avoir comme une sortie avec un gars puis que le gars la payait puis qu'elle couchait pas avec. Puis c'était vraiment juste platonique. Puis moi, une vie glamour un peu, puis moi, des ça me parlait. La belle compagnie. Exact. Puis je me disais, hey, ces filles-là, ils ont l'air tellement heureuses. Puis moi, je vivais tellement de solitude à ce moment-là. Puis, tu sais, j'étais pas toujours... j'ai vécu de l'intimidation secondaire. J'avais des défis personnels qui n'étaient pas réglés à ce moment-là. Puis moi, j'ai vu ça comme un peu une bouée de sauvetage puis la solution à mes problèmes. Puis un peu comme on parle souvent de violence conjugale, puis on dit c'est pas des histoires qui commencent avec une claque. Ben moi, cette histoire-là, au début, c'était le rêve. Là. Moi, je trouvais que ça allait bien, puis on s'en est parlé souvent, mais j'avais l'impression d'avoir compris peut-être quelque chose que les autres avaient pas compris, puis je pouvais pas le dire à mes parents parce que mes parents, ben ils comprendraient pas, puis ils me diraient d'arrêter. Jusqu'au jour où je me suis fait agresser comme violemment là, sur cette application-là. Avec quelqu'un avec qui tu as été mis en contact, là, comme exact. un sugar daddy. On peut se dire, ben il fallait qu'elle s'y attendre, mais quand on a 19 ans, on est vulnérable puis on va pas bien, on se dit qu'on est invincible de toute façon à cet âge-là. Tu sais, combien de jeunes ont pris le volant en ayant bu de l'alcool ou fait de la drogue? Ou, moi, c'était pas ça. Moi, j'ai pris une autre mauvaise décision qui était à risque puis je méritais pas nécessairement les conséquences de ça, mais c'est sûr que j'ai pris des risques. Puis cette histoire-là s'est terminée avec quelqu'un qui m'a recruté en sautant un peu des détails. Mais puis je suis tombée dans l'engrenage vraiment d'une agence où c'était clairement... Parce qu'on t'avait dit que tu serais en sécurité. On m'avait dit que je serais en sécurité, que j'aurais pas nécessairement à coucher avec les gars, que si je voulais faire quelque chose, c'était moi qui décidais, que je pouvais faire ce que je voulais, que je pouvais être un peu hôtesse pour la F1 ou des choses comme ça. Fait que moi, je trouvais que c'était une opportunité pour moi de me sentir bien parce que ça m'amenait de la confiance en moi, je veux pas tout ça. Puis c'était payant pour l'âge que tu avais. Tu travaillais dans des camps de vacances avant ça. Le pire dans cette histoire-là, puis c'est souvent que ce que je dis aux gens, c'est que je pense que la plus grande motivation n'était pas l'appât du gain parce que, tu sais, moi, j'ai d'une bonne famille, tu le sais, comme mes parents sont... Tu sais, ma mère est médecin, mon père, il travaille comme psychothérapeute. Ouais, fait que, tu sais, j'ai toujours eu des parents que si je voulais quelque chose, j'avais juste à demander. Mais ce que je voulais, moi, c'était deux choses. Je voulais être autonome, puis je voulais être... tu sais, je voulais me sentir mieux. Je voulais me sentir que j'étais plus la fille awkward qui perd ses mots, qui est pas capable une forme de pouvoir. Oui, tu sais, qui est la fille qui est pas capable de faire son exposé oral, qui est gênée, qui est stressée, qui est pas capable d'aller en date parce qu'elle est trop stressée. Mais là, non, j'étais cette fille-là forte, capable de faire des choses, mais c'était une illusion, tout ça, là. J'étais complètement loin de cette fille-là aujourd'hui. Puis, à l'époque, plutôt, mais ça a été un reality check aussi quand moi, j'ai réalisé que je m'étais embarquée dans une agence qui, finalement, tu sais, moi, j'ai été battue à cette agence-là, forcée de voir des hommes que je voulais pas. J'ai été forcée d'avoir un horaire que je voulais pas. J'ai été... Tu sais, c'était coercitif, là. C'était pas... Puis tout était fait en sorte pour que t'aies pas vraiment le choix, tu sais. C'était... Comment tu t'es... On va reprendre, là, cette agence-là. Comment tu as été recrutée, là? Ça a été quoi le contact? Par un client, un gars sur Seeking Arrangement qui, lui... La plateforme de Sugar Daddy. Oui, puis lui, on avait vraiment développé une relation plus amicale, puis on avait, encore une fois, pas couché ensemble, rien. Puis lui me donnait toujours des énormes montants d'argent, puis je parlais de ça justement avec une amie hier, puis c'était quand même étrange, là, tu sais, de donner un énorme montant sans rien, tu sais, c'était pas usuel, puis avec le recul, tu sais, je vois bien qu'il y avait une trappe intérêt à tout ça, là. Mais j'allais vraiment pas bien. Fait que, tu sais, on voit pas tout. Puis, à un moment donné, il me dit, si tu t'inscrivais sur une agence, là, comme tu as dit un peu tantôt, tu serais protégée. Il y aurait quelqu'un pour toi. Tu n'aurais pas à coucher avec personne, encore une fois. Parce que moi, c'était... Puis ça sonne un peu invraisemblable dans tout ça, mais c'était vrai que moi, dans cette histoire-là, je voulais pas de relations sexuelles. Moi, je voulais qu'on m'amène faire des activités. Je voulais qu'on me trouve intéressante. Je voulais qu'on me donne l'occasion de partager mes opinions. Puis c'était le seul moyen que j'avais trouvé, tu sais. Puis aujourd'hui, j'étais complètement vulnérable, mais ce gars-là, lui, a vu cette opportunité-là, a vu probablement la vulnérabilité que j'avais, puis je suis sûre qu'il s'est dit, c'est un bon catch, cette fille-là.
Donc, on pourrait quasiment, on n'a pas la confirmation, mais on pourrait se dire qu'il y a des personnes qui se promènent sur les plateformes comme ça, comme cette personne qui t'a recruté et qui t'a dirigé vers l'agence. Oui, puis c'est pas la première. Tu sais, moi, aujourd'hui, je fais des conférences, puis c'est pas mon travail, là, mais j'en ai vu plusieurs, là, des filles avec la même histoire que moi qui se sont fait recruter sur Seeking Arrangement, soit par un proxénète, soit par des recruteurs d'agences qui, au final, c'est des proxénètes aussi, là. Quand tu es arrivée là, la première journée que tu t'es assise, qu'est-ce qu'on t'a dit? Quand j'ai rencontré le gars, c'est ça. On m'a dit que je pouvais le Samuel, là, qui est mentionné. Que j'allais pas être obligée nécessairement genre de coucher avec les gens, que je pouvais choisir ce que je voulais, que j'allais vraiment avoir le plein pouvoir sur ce qui me tentait ou pas de faire. Là. Puis là, on a changé ton nom. On m'a jamais demandé mon âge. On m'a jamais réellement demandé mon nom non plus. Là. C'était vraiment vas-y, t'es cute, ça marche. Puis... Ouais, fait que... On t'a jamais demandé ton âge? On m'a jamais demandé mon âge. Là, aujourd'hui, t'as 26 ans. J'ai 26 ans. À l'époque, t'en avais 19. Ouais. Puis, tu sais, pour ceux, là, il y a des images de toi là, que vous pouvez voir dans le reportage que j'ai fait, mais j'ai l'air d'avoir 17 ans. Ouais, ça aurait été indiqué de te demander ton âge. Oui, absolument. Mais ça n'a pas été fait. Non. OK. Clémentine, on va s'arrêter un court instant pour une pause. Au retour, on va poursuivre la discussion. Là, tu nous as évoqué un peu qu'est-ce qui s'est passé dans l'agence. Le fait que tu as été exploitée, que c'était très rigide, que tu n'étais pas libre finalement. On va revenir un peu là-dessus, mais aussi, tu vas nous expliquer comment tu t'es sortie de là parce que c'est ton père. C'est ton père, Roger, qui a découvert l'histoire puis qui est allé à l'agence. En tout cas, il s'est fait passer pour un client. Tu vas tout nous raconter ça après la pause. Vous êtes à l'écoute. Vous avez des impressions. Un mot pour Clémentine. Messagerie 98985. Toujours en compagnie de Clémentine, 26 ans, qui a été victime d'exploitation sexuelle. Clémentine fait partie des personnes qui ont dénoncé l'agence d'escorte XO qui a été démantelée par les policiers, le SPVM. Ça s'est passé en janvier dernier. On n'en avait pas entendu parler. Il paraît que c'est très, très rare qu'on arrive comme ça à arrêter des personnes qui possèdent des agences. Là, 5 personnes au total qui ont été arrêtées. Et c'est ça, Clémentine avait dénoncé avec l'aide de sa famille la situation. Il y a de ça. Ça va faire bientôt 6 ans. C'était en 2020, l'été 2020. Donc, 6 ans plus tard, des personnes arrêtées. C'est une grosse nouvelle. Clémentine qui nous raconte ce qui s'est passé, comment elle s'est retrouvée là, puis c'était quoi aussi l'ambiance, puis ce qu'on lui forçait à faire, en fait, dans cette agence. C'est une rare incursion dans cet univers-là. C'est rare qu'on ait ce genre de témoignage-là. Par ailleurs, je veux te lire, Clémentine, quelques commentaires qu'il y a dans la messagerie. Puis pour ceux qui viennent de se joindre à nous, c'est une rencontre particulière aujourd'hui avec Clémentine parce que je la connais très bien. C'est moi avec elle qui avons mis au jour cette histoire-là il y a 5 ans maintenant. Il y a quelqu'un qui dit « Quelle bravoure et éloquence! Bravo, Clémentine, de t'exprimer ainsi en racontant ton histoire. Je suis maman de filles de 17 à 24 ans et je prie constamment d'avoir la bonne approche avec elle afin qu'elles se sentent vues, entendues, surtout appréciées à leur juste valeur. Tu peux être fière de toi, ma belle. Je t'envoie un gros câlin. You must became your message. Affectueusement. Un autre, bravo Clémentine pour cette ouverture et surtout de mettre en lumière que ça peut arriver à tous. C'est ça qui frappe dans ton histoire, Clémentine. Tu l'as mentionné, tes parents étaient présents, tu ne manquais de rien, ta mère médecin, ton père professionnel en santé mentale. Je me souviens quand tu t'es confiée à moi la première fois, je me suis dit, mon Dieu, on a une image des personnes à qui ça peut arriver, mais vraiment, c'est des fois ce qu'on ne peut pas s'imaginer. J'en lis un autre parce qu'il y en a plusieurs. Bravo pour votre résilience. Merci d'exposer votre histoire pour aider les autres. C'est Steve qui écrit ça, papa de 2 filles. Et j'en lis un autre qui m'a fait rire. Je le lis tel quel, OK, Clémentine? Ben, t'inquiète, je conduis mon truck, les yeux pleins d'eau. J'ai une fille de 9 ans et une autre de 22 ans. C'est important ce que tu fais là, Clémentine. Pourquoi tu as accepté d'en parler? Tu sais, moi, ça fait un bout quand même que, tu sais, c'est public, cette histoire-là, avec le podcast qu'on a fait ensemble à l'époque. Puis, moi, au début, quand j'ai parlé de cette histoire-là, c'était vraiment par colère. Parce que moi, quand j'étais allée au SPV, en fait, avec la police, tout le processus, on m'avait un peu dit que ça servait à pas grand-chose de porter plainte dans ce cas-là parce que ça allait pas... c'est rare que ça débouchait. Puis comme de fait, on a vu dans l'article, c'est rare que ça tourne comme ça. Puis moi, je me suis dit, c'est pas vrai que ça va se passer comme ça, puis que ces gens-là vont payer. Puis j'ai fait le podcast au début un peu parce que j'étais fâchée. Puis plus les années passent, plus ça a changé. Comme aujourd'hui, c'est vraiment plus parce que
moi, je veux 2 choses. Parce que dans la vie, on peut vivre des choses complètement horribles, des choses difficiles, des choses qui nous donnent envie de mourir, d'abandonner, mais quand même, on peut trouver du bonheur, on peut avoir un chum, on peut avoir une job. Moi, je suis retournée à l'école, je fais un travail que j'adore. Tu sais, on peut croire encore à mieux quand on vit des choses difficiles. Puis je le sais parce que ce que j'ai vécu, c'était incroyablement souffrant dans les premières années, puis ça s'est tellement tourné en quelque chose de mieux. Puis la deuxième chose, c'est parce que j'espère qu'il y a une petite fille de 18 ans qui va m'entendre puis qui va se dire « Hey, elle était bien niaiseuse, elle, puis elle le fera pas, tu sais, en se disant que, tu sais, c'était niaiseux. Ben oui, mais, tu sais, on fait des erreurs, puis tant mieux si elle le fait pas. Puis, tu sais, moi, c'est ça le but, là, c'est d'aider les gens puis de donner un peu d'espoir aussi, là. Puis là, aujourd'hui, ta vie va bien, Oui. mais pour qu'elle aille bien comme ça, il a fallu que tu t'en sortes. Ouais. OK? Avant d'en venir à comment tu as réussi à mettre le pied en dehors de ça avec l'aide de ton père, Roger, raconte-nous, ça ressemblait à quoi? Dis-nous, ça ressemblait à quoi une journée à cette agence-là, XO, là, qui vient d'être démantelée? Ben moi, j'arrivais là-bas, puis la première journée, un peu, tu sais, eux, ils vont te faire à croire que ben, ça va être correct, puis finalement, ils vont souvent envoyer quelqu'un pour t'agresser sexuellement, un peu pour te briser, là. C'est vraiment un système qui est connu. Puis après ça, ben ça va être constamment des agressions, parce qu'il n'y a rien de tout ça que tu souhaites faire, mais tu vas quand même te faire forcer. Fait que moi, je me rendais là, je me faisais... Tu sais, je me suis fait battre. Tu sais, il y en avait un qui était très intense. Puis lui, son but, c'était de faire mal volontairement à la fille. Puis une grande partie de ces clients-là, c'était ça. C'était on ne demande pas ton consentement, même si je disais non. C'était on s'en fout, on le fait pareil. Puis est-ce que tu le disais au propriétaire de l'agence? oui, ben on a vu, tu sais, moi, il y avait une bookeuse, puis probablement qui est dans les filles qu'on a vues arrêter, qui, elle, bookait les rendez-vous pour les filles. Fait que dans le monde de la prostitution, il y a vraiment une fille qui prend les rendez-vous, ou un gars, là, mais moi, c'était une femme qui prend les rendez-vous, puis qui s'occupe un peu de la fille, de savoir si elle est correcte. Puis moi, tu sais, on le voit aussi dans le projet comme vidéo qui suivait le podcast, tu sais, il y a des textos où je demande à l'aide, là, où je demande de sortir, où je dis... Que tu dis que tu veux t'en aller. Oui, que je saigne, viens m'aider, puis elle me dit non, le deuxième est déjà là. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est que dans des agences comme ça, si tu es en retard, eux vont appliquer des pénalités de frais. Fait que là, tu es payé, par exemple, 200 $ par personne. Tu as une pause de 15 minutes, mais si tu es en retard, mais on va t'enlever 100 $. Puis si tu es en retard, mais on va t'enlever 100 $. Fait qu'à un moment donné, tu vas finir en dette. Fait que tu vas être obligé de faire plein de choses juste pour repayer ta dette. Puis à un moment donné, tu sais plus vraiment combien tu leur dois, tu sais. Puis moi, j'avais peur de ça. Fait que, tu sais, je me dépêchais malgré tout. Tu sais, j'ai beaucoup souffert de ça. Puis, tu sais, c'est pas des conditions de vie, là. Il y a rien là-dedans qui était consentant, il y a rien là-dedans qui était désiré, puis il le savait très bien, là. Il y a personne qui accepte de se faire battre à ce point-là, là. Il y a personne qui accepterait ça. Moi, je suis convaincue de ça, là. Oui, parce que par ailleurs, tu n'es pas la seule qui est mentionnée là, dans l'article de Daniel Renaud. Il y a une femme qui a été importée de Toronto, qui la première journée, c'est elle qui a appelé les policiers. Ça, c'est après toi, il y a quelques années. Mais voyons, qu'est-ce qui se passe ici? 10 clients par jour, agression, puis qui a dénoncé. Puis là, ils ont vu toutes les dénonciations, la tienne y compris, puis ils ont dit, OK, là, on se lance là-dedans. Ils ont mis des agents doubles. Ils l'ont vu de leurs yeux, c'est-à-dire une agent double qui s'est fait passer pour une escorte, un agent qui, lui, s'est fait passer pour un client, puis ils ont tout constaté, ce que tu dis là. Tu sais, ça sort pas de nulle part, là. Puis dis-nous, c'était où? Parce qu'il y a ça qui frappe aussi. Tu sais, des fois, on peut s'imaginer, c'est dans le fond d'un motel. Mais non, c'était dans des condos. Oui, des beaux condos là, à Montréal, dans un bon quartier aussi. Puis c'était vraiment bien rodé. Il y avait des codes pour rentrer que seulement les filles connaissaient, des codes seulement pour les hommes qui venaient. On pourrait dire les clients, mais moi, je pense sincèrement que c'était des agresseurs. Là, dans mon cas, à moi, je ne sais pas s'il y en a qui étaient là puis qui étaient corrects, mais moi, j'ai pas vraiment vu d'hommes qui ont été gentils avec moi. Là. Oui. D'ailleurs, on était allé devant l'endroit où toi, t'étais. Puis, c'est mentionné par ailleurs dans l'article aussi. Là, c'est pas sur la rue Saint-Antoine. C'était quelle rue déjà? C'était dans Saint-Henri, à Montréal. Puis, il y avait des gens qui avaient porté plainte après le podcast parce qu'ils avaient reconnu l'endroit. Puis ça, ils en parlent dans l'article aussi. Qui voyaient les activités. Puis quand on était là ensemble, là, juste vous dire, vous êtes à l'écoute, là. Tu te souviens, Clémentine? On a vu quelqu'un arriver, un client arriver, qui faisait des détours autour parce qu'il nous voyait là, on avait une caméra. Qu'est-ce qui se passe? Puis là, à un moment donné, probablement que son rendez-vous, là, il avançait, il perdait du temps. Fait qu'il s'est dit, pas le choix. Puis tu l'as reconnu, cette personne-là. Moi, là, ça m'a jeté à terre d'entrer dans
une parcelle de ton univers. Donc là, tu étais prise, Ouais. tu l'as mentionné, c'est un Ouais. engrenage. Comment tu t'es sortie de là? Ben c'est ça. À un moment donné, je me disais, c'est soit que je vais me faire tuer ou c'est soit que je vais me faire exporter ailleurs, puis ils vont m'envoyer dans un autre endroit. Puis à un moment donné, les blessures que j'avais aussi étaient de plus en plus graves. Tu sais, moi, je me faisais étrangler, perdre connaissance. Fait que c'était vraiment de plus en plus sévère. Puis je me disais, OK, faut que je trouve un moyen de sortir de là. Puis à ce moment-là, il y avait beaucoup ce qu'on appelle des actes manqués un peu. Fait que ça, tu sais, je laissais de l'argent dans mon tiroir de table de chevet, je changeais pas mon code de téléphone. Un peu comme si je voulais que mes parents trouvent les pièces du casse-tête un peu qui menaient à cette agence-là. Puis ils ont fini par un peu trouver des indices, suivi un peu d'un Ils s'inquiétaient, là. Oui. Ils n'étaient pas nulle part. Non, ils voyaient ils même que leur savaient fille là, se qu'il y avait quelque transformait. chose. Puis moi, j'avais un copain à l'époque, j'étais tout le temps là-bas, je parlais plus à mes parents. Ce gars-là aussi commençait à s'inquiéter. Fait que tout le monde ensemble se sont concertés. Puis mon père a dit, OK, comme, faut qu'on aille la chercher. Parce que le SPVM disait à mon père comme non, on peut pas intervenir parce qu'elle est majeure, libre de son choix. Puis là, mon père, tu sais, il voyait bien, il y avait des bleus, tu sais, il y avait quelque chose qui à l'époque semblait pas mal plus grave que juste c'était son choix. Fait que finalement, ils ont décidé de venir puis d'aller. Mon père a décidé de venir me chercher, puis il s'est fait passer pour un client. Puis il a pris rendez-vous avec le profil. Mon père, il a dit qu'est-ce qu'on peut faire avec elle. Elle a dit anything. Fait qu'elle a dit qu'il pouvait tout me faire, il n'y avait pas de problème. Puis mon père, il a su là, que fallait qu'il aille me chercher là-bas. Puis il est venu me chercher. Clémentine, on va passer encore un petit bout de temps ensemble. On s'arrête pour une pause. Je sais que vous êtes à l'écoute. Là. On veut pas de pause. On n'a pas le choix. La question à laquelle tu vas répondre après la pause, c'est comment tu as réagi quand tu as vu ton père débarquer dans la chambre. Vous avez un mot pour Clémentine, messagerie 98985. Toujours en compagnie de Clémentine, 26 ans, victime d'exploitation sexuelle. Pour ceux qui viennent de se joindre à nous, Clémentine fait partie des victimes de l'agence XO, agence d'escorte, qui a été démantelée au début du mois de janvier dernier. 5 arrestations, dont la tête dirigeante, Samy Jo Ferrer. C'est un papier de Daniel Renaud hier dans la presse qui nous a appris ça. Clémentine l'a appris en même temps que nous tous que les personnes qu'elle avait dénoncées, il y a de ça 6 ans bientôt, avait été arrêtée. Donc, c'est sûr que moi, je ne vais pas m'empêcher de l'inviter parce que Clémentine, je la connais. J'ai raconté son histoire avec elle, évidemment. Il y a de ça 6 ans dans un balado à Radio-Canada. Je répète le titre parce que vous êtes plusieurs à demander. C'est Sugar Baby, pire idée de ma vie. C'est avec Radio-Canada sur la plateforme audio. C'est toujours disponible. Puis Clémentine, juste te dire, ce balado-là, j'en entends encore parler. Je reçois encore des témoignages. Ça rejoint toujours. Alors, tu es là pour nous expliquer ton histoire. Je vais juste lire quelques commentaires. Il y en a énormément dans la messagerie. Quelqu'un dit « J'ai l'impression de me voir en Clémentine. Il y a 7 ans, alors que j'avais 24 ans, je me suis aussi inscrite sur ce site de Sugar Baby parce que c'est parti de là, Seeking Arrangement. J'avais le même genre de situation qu'elle. Bref, ça me rejoint beaucoup. Quelqu'un qui dit « J'ai des frissons juste à penser à ce que tu as vécu, Clémentine. Ma fille de 13 ans, j'en ai une et j'aimerais tellement lui faire écouter ton témoignage. Et ton père est un héros. Tu dois être fière. » C'est Alex qui dit ça. Bon. Tu as été prise dans l'engrenage de l'exploitation sexuelle dans cette agence d'escorte, XO. Ton père s'est rendu compte de ça. Bref, ta famille a décidé de se faire passer pour un client. Il a pris rendez-vous avec toi. Et là, on est rendu là dans l'histoire. Tu le vois arriver. Toi, tu t'attends à voir un client comme on t'en impose une dizaine par jour. Comment tu réagis quand tu vois ton père? Je me suis mis à pleurer. Puis on s'en rappelle tous les deux. Là, j'ai dit, papa, ramène-moi à la maison. Puis là, il m'a dit, OK, mais go, on s'en va. Puis là, moi, j'avais peur parce qu'on m'avait toujours dit que c'était surveillé. Puis je savais que eux, je savais même pas s'il y avait pas des micros dans l'appartement. Tu sais, j'étais un peu rendue paranoïaque parce que eux, je savais bien qu'ils voyaient tous mes in and out, qu'ils voyaient tous les hommes qui venaient, qui sortaient. Fait qu'il y avait définitivement quelqu'un qui voyait quelque chose. Fait que j'ai dit à mon père, si on sort ensemble, ils vont nous tuer ou je sais pas. T'avais peur, là. Ouais. Puis mon père m'a fait confiance. Il est sorti en premier, puis il m'a cru que j'allais le suivre. Puis quand j'ai vu qu'il est comme parti, j'ai pris mes choses, j'ai couru. Puis ma mère, pendant ce temps-là, appelait le 911 parce que là, mon père, il comprenait qu'on allait avoir de la difficulté à sortir ensemble. Puis finalement, on est sortis, la police est arrivée, je suis allée au poste de police, j'ai fait une déposition. Puis là, c'est là où j'ai un peu compris que ça allait être compliqué. Puis ça tombait dans le même été que le MeToo, là, que là, je voyais que plein de filles sortaient.
Puis pendant cet été-là, moi, j'avais comme laissé mes appareils à la police, donc mon téléphone puis mon ordinateur portable pour qu'ils puissent comme extraire les données. Parce que j'avais des photos, des vidéos, des enregistrements, des photos de permis de conduire. J'avais beaucoup, beaucoup de matériel là, pour ça, là. Puis finalement, à la fin de l'été, ils m'ont redonné mon téléphone, puis ils m'ont dit qu'ils n'avaient comme pas eu le temps d'extraire les données parce qu'il y avait eu un autre dossier qui avait pris beaucoup de place. Mais C'est ce qu'on t'a dit? Oui, puis qu'on me conseillait à moitié peut-être de poursuivre ça, puis de peut-être me concentrer sur mon cheminement psychologique personnel parce que c'était très lourd de porter plainte. Puis à ce jour, moi, je leur en veux pas parce que je pense vraiment que c'était dans l'optique d'être bienveillant envers moi puis de dire, pauvre elle, là, si elle s'en va à procès, nanana, ou au DPCP, porter plainte, ça va être compliqué. Fait que moi, je leur en veux pas, mais moi, j'ai vraiment, à ce moment-là, perdu confiance en le système jusqu'à hier matin, où moi, j'ai été complètement jetée en bas de ma chaise que de voir ça, là. Moi, depuis 6 ans, moi, c'est complètement une possibilité qui est hors de mon esprit que ces gens-là se fassent arrêter, là. Comment tu te sens? Ben, un mélange de... Quand j'ai vu ça, je me suis mis à pleurer, tu sais, je savais pas trop comment réagir, puis encore maintenant, je sais encore pas trop comment réagir à tout ça. Tu sais, moi, c'est la première fois que je vois les visages de ces gens-là depuis 6 ans presque. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est vraiment déboussolant, mais en même temps, je me dis, oh mon Dieu, tout ça n'a pas servi à rien. Tu sais, j'ai pas vécu ça pour rien parce que quand on vit autant de violence, surtout physique, tu sais, il y a toutes sortes de violences, puis je minimise pas la violence psychologique, mais la violence physique, là, répétée par les hommes, là, ça marque, tu sais, ça marque à vie. Puis de se dire, ces gens-là vont devoir assumer ce qu'ils ont fait aujourd'hui, mais je suis quand même contente, serait pas le mot, mais soulagée de ça, de me dire qu'au moins, cette agence-là, il n'y aura plus aucune fille qui va vivre ce que moi, j'ai vécu. T'sais. Est-ce que tu te dis aussi, en voyant ça, que ça vaut la peine de parler et de dénoncer, puis de porter plainte? C'est une bonne question, parce que je pense que ça prend beaucoup de... Faut que tu aies un maudit bon filet social pour porter plainte, puis pour parler de ces choses-là, parce que c'est pas facile. Je pense qu'il faut... Puis je dis pas... il faut le faire, tu sais, mais je pense que c'est un processus qui demande d'être bien entouré, d'être soutenu. Faut pas faire ça seul, tu sais, c'est difficile, tu sais, c'est lourd, puis il faut le faire, mais il faut s'assurer d'avoir les bons alliés avec nous, puis les bonnes personnes. Moi, j'ai été excessivement chanceuse d'avoir ma famille avec moi qui ont jamais douté de moi, qui ont jamais douté de ma position de victime, qui m'ont encouragée dans toute cette dénonciation-là, qui, moi, a été plus publique, mais je pense que ça prend un bon filet, puis il faut pas juger les filles qui le font pas, parce que des fois, c'est vraiment par manque de ressources. C'est pas un manque de courage, là. Tu vas mieux aujourd'hui, Clémentine? Puis Oui. ça, là, ça réchauffe le cœur parce que toutes les personnes qui ont suivi l'histoire du balado qu'on a fait ensemble, c'est souvent la première question que je reçois, c'est comment elle va aujourd'hui. Moi, je suis toujours tellement heureuse de dire que tu vas bien. Mais en même temps, on se parle plus chaque jour comme ça a été le cas pendant 1 an. Puis j'ai toujours peur, comme j'espère toujours tellement que tu vas bien. Là, ça va bien aujourd'hui. Oui, vraiment. Puis qu'est-ce qui a fait en sorte que tu vas mieux? Ben moi, je me suis trouvé un projet. Moi, je me suis dit que mon projet, ça allait pas être l'exploitation sexuelle puis dénoncer, que mon projet, ça allait être ma passion. Puis moi, ma passion, c'est les animaux. Fait qu'aujourd'hui, je travaille dans ce domaine-là. Tu sais, je suis allée chercher un diplôme et tout, une technique au cégep. Puis je travaille, j'aime vraiment ça, je suis vraiment contente. J'ai des belles relations avec mes amis. Maintenant, je suis capable de sortir au bar, d'aller danser avec mes amis, quelque chose que jadis, j'étais plus capable. Je suis capable d'avoir un chum, de bien choisir mes relations avec les hommes, de bien choisir mes relations avec mes amis. Puis j'ai une relation exceptionnelle avec mes parents aussi. Fait que je suis plus du tout à la même place, là. Puis après ce que tu as vécu, tu sais, c'est une question qu'on se pose, c'est difficile, tu as été agressée à de multiples reprises. C'est comment dans tes relations à toi? Tu sais, parce que là, tu as un amoureux, tu me disais depuis 2 ans. Un an et demi, c'est ça. Tu es capable de retourner à 100% dans la vie?
Pas à 100%, mais genre à 90, 88, mettons qu'on est. Ouais, je pense que oui. Tu sais, c'est sûr que c'est difficile. Tu sais, c'est sûr que les gros gatherings avec beaucoup de gens, les gros événements, avec, mettons, 40 personnes, c'est difficile. Tu sais, il faut que je me prépare. Il faut que j'aille mon mindset de, OK, je m'en vais là. Il faut que j'aille, tu sais, des trucs dans ma sacoche. Tu sais, faut que je prévoie d'avance. Tu sais. Puis des fois, je me dis, je peux pas croire qu'il y a une époque où je sortais de chez moi, puis j'avais pas peur, puis je sortais pas de sac. Puis, tu sais, aujourd'hui, c'est différent, mais on apprend à vivre avec ça, puis on apprend à l'apprivoiser, puis ça va, tu sais, c'est pas facile, mais ça va, puis on rationalise, puis on s'entoure de gens qui comprennent aussi. Ouais. Ça, c'est important. Oui, parce que les conséquences sont vraiment dramatiques. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai jamais raconté publiquement, mais on a passé énormément de temps ensemble, Clémentine, alors que ça venait tout juste d'arriver. Puis plus d'1 an, fait que j'ai vu tout le cheminement aussi. Puis c'est la première et la seule fois de ma vie où j'ai été témoin de quelqu'un qui vivait un choc post-traumatique. Je sais pas si tu te souviens, c'était la pandémie, puis il y avait une soirée, on avait un permis spécial pour pouvoir aller à l'extérieur parce que c'était couvre-feu, c'était pour prendre des photos, pour accompagner le projet. Puis, il y avait beaucoup de personnes vivant en situation d'itinérance, intoxiquées, qui se promenaient dans la ville, puis personne d'autre, juste nous. Puis à un certain moment, on se préparait pour prendre la photo. Tu étais assise à côté sur une terrasse abandonnée. Puis il y a quelqu'un, c'est ça, intoxiqué, qui s'est approché de toi, qui allait comme tomber sur toi. Puis je me suis tournée, puis je me suis penchée au-dessus de toi pour comme empêcher que lui... Mais tu t'es garoché dans un... T'étais par terre, tu t'es garoché dans le coin de la terrasse, là, complètement là, paniqué, déconnecté. Je le savais que c'était difficile ce que tu avais vécu, là, Clémentine, mais quand j'ai vu ça, là, c'est impossible de pouvoir se mettre dans la position de quelqu'un qui a pu vivre quelque chose d'aussi grave et aussi tragique. Ça m'a marqué, ça m'a énormément touchée. Puis cette image-là, je la garde en tête aussi quand j'entends des histoires comme ça en me disant, ben c'est grave, puis il faut accompagner, puis il faut écouter surtout. Mais je suis tellement contente de t'avoir aujourd'hui puis de voir que ça va mieux. Là. Merci beaucoup, beaucoup de ma part puis de celle de nos auditeurs qui sont nombreux à réagir. Là, j'en lis un avant de te laisser aller. Quelle belle entrevue. J'en ai les larmes aux yeux. Merci tellement. Encore, félicitations, t'es solide. Beaucoup de mots aussi pour ton père. Toujours, hein? Le héros. Le super-héros. Je les salue par ailleurs. Ils doivent être à l'écoute. Le Roger, Chantal, ton frère Victor, Clémentine. Clémentine, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si vous voulez écouter cette histoire, ce récit, il est toujours disponible en ligne. C'est sur le site de Radio-Canada Audio. C'est le balado Sugar Baby pire idée de ma vie. Puis on va essayer d'organiser quelque chose, peut-être une rencontre, tout le monde, qu'on pourra faire ici pour encore approfondir la discussion. Bravo. Puis je te laisse célébrer cette arrestation, démantèlement de cette agence d'escorte, parce que pour ceux qui viennent de se joindre à nous, Clémentine a été victime d'une agence d'escorte qui a été démantelée. Il y a eu des arrestations. Ça, c'est 6 ans plus tard. Alors, une nouvelle qui donne beaucoup d'espoir. Merci encore, Clémentine. Merci.